Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Comme vous avez pu le voir dans le titre de ces vidéos, il est plus que temps que je vous parle de mes dernières lectures dans une papote lecture. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue. Je m'appelle Mag, aka Plume à Papote sur YouTube, mais également sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, toi-même tu sais. Et je suis youtubeuse, booktubeuse depuis quelques années maintenant. Et j'aime bien vous parler non seulement lecture, mais également de tout ce qui m'intéresse. Donc organisation, bullet journal, parfois c'est budgétisation, bien que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo là-dessus, etc., etc. Donc si un de ces sujets peut t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ci-dessous. C'est gratuit comme d'habitude, bien entendu, sur YouTube. Et à activer les notifications si tu ne veux rater aucune de mes vidéos qui normalement sortent tous les dimanches vers 8h30. Bon, ça c'est si je suis organisée, et si la vie réelle ne prend pas trop de temps. Pour ceux qui sont habitués à la chaîne, vous avez vu qu'on ne change pas une formule qui gagne. Je vous retrouve dans mon salon en mode hyper, ultra, méga chill. Oui, je suis quasiment en pyjama, mais non, c'est une tenue sport cocooning détente, quoi. Vous avez compris. Et comme vous pouvez l'entendre à ma voix, oui, je suis à nouveau malade. Ça, ce sont les risques du métier d'enseignante. Quand vous avez des élèves qui viennent, qui vous éternuent dessus comme des terroristes, voilà, t'es un petit peu au bout de ta vie, le week-end venu. Bref, parlons livre, parlons bien. Il est plus que temps que je vous parle de mes dernières lectures de 2022 et de mes premières lectures de 2023. Honnêtement, je vous ai parlé des meilleurs lors de mes précédentes vidéos, en vlog bien souvent, notamment les bibliovlogs, et également sur Instagram. Mais j'en ai laissé passer quelques-unes qui étaient bien, mais sans plus, et d'autres qui étaient vraiment très très bien, que j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler, que ce soit ici ou sur Instagram. Donc voilà, on va remédier à la situation et parler bouquin aujourd'hui ensemble. Alors le premier livre dont je souhaite vous parler, c'est les contes de Vérania, le tome 1, qui s'appelle Le cœur de foudre par TJ Klune. Je vous mets la pochette du livre ici parce que je l'ai lu en e-book et j'ai lu ce livre au mois de décembre. Vous le savez, TJ Klune et moi, c'est une affaire qui date et qui se passe pas toujours. C'est pas un long fleuve tranquille, voilà, ça se passe pas toujours très bien. Je sais que cet auteur est apprécié à fond par tout le monde et honnêtement, ça a été un des premiers auteurs de romance MM traduit en français. Et moi j'ai découvert, je pense, sa première saga, mais il y a des années, c'était La loutre, le moustique et... L'ours, la loutre et le moustique. Je crois que c'était ça. Et à l'époque, j'avais bien aimé. Je l'ai relu l'année passée et j'étais là, ah ok, non en fait, bof. Voilà, j'ai un peu de mal avec son style, avec sa plume, alors que j'ai trop envie de le soutenir parce que je pense que c'est un auteur vraiment impliqué et présent sur pas mal de fronts, etc. Membre de la communauté LGBT et donc voilà, j'ai envie de le soutenir, mais je suis pas archi méga fan de son style malheureusement. Et je dois dire qu'ici, les contes de Vérania, il y avait tout pour que j'aime, parce que c'est une parodie des contes qu'on lit quand on est petit, avec un prince charmant, un sorcier. Et écoutez, les gars, j'ai pas trop apprécié ma lecture. Par certains côtés, oui, je trouvais ça très marrant, mais j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dedans parce qu'en fait tout est rédigé, comme c'est une parodie, en dialogue, donc on n'a quasiment aucune description, ou en tout cas elles sont très minimes, et donc j'avais du mal à me retrouver avec qui était qui et de quoi ça parlait et où on allait, etc. Malgré que le personnage principal soit ultra marrant et drôle, ses comparses également. Donc on suit, d'ailleurs je sais même plus son nom, je suis désolée, je me souviens juste du personnage secondaire Gary qui est une licorne gay, mais sans cornes. Et donc on va suivre ce personnage, attendez je clique sur Livre Addict, sur la fiche du livre. Ah voilà, on suit Sam en fait, qui se révèle être un sorcier assez talentueux, en tout cas suffisamment talentueux pour être remarqué par le roi et par le sorcier du roi qui va le prendre en apprentissage. Donc sa vie va totalement changer puisqu'il habitait les bas-fonds avec ses parents et du jour au lendemain il se retrouve dans le palais royal alors que ce petit gars Sam va donc suivre un apprentissage avec le sorcier du roi.
Et donc ça amène toute une série de situations rocambolesques parce qu'il se fait tout le temps capturer par les méchants, ses amis doivent tout le temps venir le sauver, à savoir cette licorne gay sans cornes et un géant du nom de, je sais plus comment, je sais plus, Tiggy, ah oui voilà, c'est le nom du géant. Et bien entendu Sam, il est attiré par Morgan, qu'il appelle le chevalier bien foutu ou je sais pas trop quoi avec ses amis. C'est son petit surnom pour se coder, mais bon c'est pas si codé que ça quoi. Sauf que ce chevalier est fiancé au prince, le fils du roi, que Sam va devoir servir puisque c'est lui qui va être le sorcier de ce futur roi. Donc bref, vous voyez le mishmash. Donc il y a tous les éléments normalement que je pourrais aimer, mais point de vue de l'écriture, je sais pas pourquoi, ça passe pas trop. J'ai l'impression en fait, entre le premier livre que j'ai lu il y a des années de TJ Klune, donc L'ours, la loutre et le moustique, et celui-ci, et j'en ai lu d'autres entre temps de lui, et bien en fait je vois pas d'évolution de son personnage principal. J'ai toujours l'impression de lire le même personnage, le même héros, mais dans des situations différentes. Et voilà. Et donc dans ce livre-là, il y avait énormément de dialogues. Et finalement on s'y perd parce qu'il n'y a pas suffisamment de description. Et donc j'étais là, attends, qui parle? C'est qui lui? Quoi? Qu'est-ce? Alors que tout est là pour que ce soit drôle. La saga continue, il y a 5 tomes qui sont parus. Peut-être que je me laisserai tenter par un tome 2 pour voir si ça se bonifie ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je relirai encore TJ Klune parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais j'ai reçu un livre de lui, son dernier livre. Donc voilà, il faudrait peut-être que je lise. Et si vous demandez ce que je cherche sur mon GSM et pourquoi je vous cause en regardant sur mon GSM, c'est parce que j'ai pas préparé ma vidéo par écrit. Et donc j'essaye de prendre ma liste de lecture sur Livre Addict. Tadam, du mois de décembre. C'était une lecture un peu en demi-teinte, j'ai envie de vous dire, pour le mois de décembre, et je savais plus si je vous en avais parlé, donc voilà, l'idée c'était quand même de vous dire un petit peu ce que j'avais lu. Alors, un livre que j'ai lu un peu par dépit, c'est Les Jours Meilleurs de Cecilia Ahern. Je sais pas si ça se prononce bien. À nouveau, je vous mets la couverture là parce que c'est un livre que j'ai lu en numérique. Je l'avais acheté il y a, mais alors une plombe, lors d'une opération, vous savez, où les e-books sont à prix réduit, et ça me semblait bien. C'était par l'autrice de P.S. I Love You. Je n'ai pas lu P.S. I Love You, j'ai vu le film un peu comme tout le monde à sa sortie. Oui, ça fait chialer, mais bon, voilà. Bah écoutez, c'est une espèce de livre feel good, romance. Est-ce qu'on peut dire que c'est une romance? Je sais pas. Avec une meuf qui est en couple, le couple a l'air vraiment génial. Ils sont beaux, ils sont mignons, ils ont des amis. Ça se passe dans les années 90 ou 80 si je me souviens bien. Donc c'est un petit côté rétro désuet qu'on aime bien. Sauf qu'elle va vivre un drame. Est-ce que je vous le spoil? Mais en même temps, voilà, elle va vivre un deuil. Et donc il va falloir se relever de ce deuil. Et tout est couru d'avance en fait, il n'y a aucune surprise là-dedans. Donc si vous voulez lire un bouquin où vous savez ce qui va se passer, bah foncez, ça va vous plaire. Moi je l'ai trouvé fort convenu, voilà. Je peux même pas dire que c'était bien, vous voyez, je dis ouais ok, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai continué à lire? Je ne sais pas. Mais c'est plus trop ce que j'ai envie de lire moi à l'heure actuelle. J'ai envie d'être surprise parfois quand même, d'avoir des procédés scénaristiques mais aussi d'écriture qui surprennent. Et là bah, il n'y avait rien de surprenant. Donc voilà, c'est une lecture que je vais totalement oublier. Alors il faut dire aussi que je suis pas concernée du tout par la thématique du deuil. Donc peut-être que quelqu'un qui a vécu ça dernièrement va peut-être se dire oui ça m'aide et je me reconnais dans l'héroïne. Moi personnellement, voilà, c'est une lecture dont je ne me rappellerai pas. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais il faut que je vous en reparle. La prochaine lecture, c'est un Noël au poil de Charlie Reinhardt. Donc c'est une nouvelle. Je suis quasiment sûre que je vous en ai déjà parlé, mais comme c'est une bonne lecture, je veux vous en reparler les gars pour que vous vous en rappeliez. Allez l'acheter, gardez-la dans votre liseuse, dans votre bibliothèque pour la période de Noël. Donc c'est une nouvelle de Noël où on va suivre en fait un chien, voilà. Et tout est raconté du point de vue de ce chien. Et c'est l'histoire donc de son maître qui est porteur d'un handicap. Il ne voit plus, donc il a un chien aide qui l'aide dans sa vie de tous les jours. Et malheureusement en fait, ils vont avoir un nouveau voisin
qui en emménageant n'aide pas cet homme puisqu'il va déposer tous ses cartons sur le pas de la porte. Sauf que la personne qui est aveugle, c'est un gros problème. Prendre les pieds là-dedans quoi. Donc ça part pas sur... ça part pas bien, voilà. Et puis ça va évoluer et on voit ça à travers les yeux de ce toutou. Et j'ai trouvé ça hilarant parce qu'il est très très drôle comme personnage. Donc ça a rattrapé un petit peu ma précédente lecture parce que c'était surprenant, vous voyez, d'avoir les pensées d'un chien dans une nouvelle. En tout cas pour moi ça l'était et je me suis trop marrée à la lire. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop court, on est bien d'accord. Surtout la deuxième nouvelle qui est comprise dans le pack. Je l'ai dit à l'autrice, j'ai dit moi il me faut un roman là-dessus, hein, sur ces deux personnages. Et je peux pas vous résumer la deuxième nouvelle parce qu'elle est tellement courte que je vais faire que tout spoiler. Mais voilà, j'ai adoré. Donc allez lire ça. Alors, les deux livres suivants, c'est pas du tout ce que vous attendez à voir sur ma chaîne. Noël est arrivé, il a donc fallu faire des cadeaux et j'ai deux neveux, les enfants de ma sœur. Et j'ai décidé de leur offrir des livres parce qu'on n'en a jamais assez. En plus de ça, leurs parents les encouragent très fortement à lire, même s'ils sont très jeunes, c'est des objets qu'ils ont à leur disposition. Donc je savais que c'était de l'argent bien investi. Alors il y en avait un, je savais que je voulais l'offrir, même si ça ne correspond pas à la catégorie d'âge de mes neveux. Ils sont peut-être encore un petit peu trop jeunes pour ce livre, mais je voulais qu'il l'ait déjà et que ce soit à disposition, etc. Ce livre s'appelle Les gens sont beaux de Baptiste Beaulieu et je vous ai fait un post Instagram d'ailleurs avec ces deux livres, donc n'hésitez pas à aller le revoir, où je vous en explique un petit peu plus. C'est vraiment un livre tout mignon. Je pense qu'il est bien en fait, c'est un album mais pour des enfants un peu plus grands parce qu'il y a beaucoup de textes. Donc si vous êtes parent et que vous l'achetez pour vos enfants, apprêtez-vous à devoir le lire quand même sur plusieurs soirées. Il est assez long. On va suivre en fait l'histoire d'un petit garçon qui est en vacances chez papy et mamie. Et son papy en fait va lui expliquer que les gens sont beaux. Et on va voir en fait que sur leur petit périple dans Paris, ils vont rencontrer des personnes avec des corps très différents les uns des autres. Et le grand-père va un petit peu inventer une histoire pour expliquer ses corps à ce petit garçon et lui expliquer que voilà, la beauté c'est subjectif et que c'est dans le regard de la personne qu'on trouve que les gens sont beaux ou pas. J'ai trouvé ça adorable. Et l'auteur, Baptiste Beaulieu, c'est un auteur que je veux soutenir. Malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de lire un de ses romans. Pourquoi est-ce que je veux soutenir cette personne? Parce que cet auteur est médecin et que sur son Instagram, il nous partage parfois ses histoires de soignants. Et voilà, je trouve que c'est une belle personne, tout simplement. Il a des valeurs que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Son humour, je l'adore. Et je l'avais découvert dans un recueil de poèmes, mais c'est pas nécessairement ma came. Donc là, j'ai été très heureuse de le découvrir dans un livre pour enfants, avec de très belles illustrations. Je ne sais plus qui est l'illustratrice, mais je vous ai mis tout ça de toute façon dans mon post Instagram. Et le deuxième livre que j'ai offert pour mon deuxième neveu, c'est La vie c'est quoi de Maud Rogiers et Aldebert. En fait, c'est basé sur la chanson d'Aldebert. Et c'est trop mignon en fait, c'est comme une espèce de petit poème. Et tout est poétique dans ce petit album où on a un enfant qui interroge ses parents pour savoir c'est quoi la vie en fait. Et les réponses sont toutes plus mignonnes les unes que les autres. Honnêtement, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça adorable et je me suis dit mais j'aimerais trop l'avoir pour moi en tant qu'adulte. Et je me suis dit que parfois quand je parle avec certains amis qui sont un peu ou beaucoup déprimés, qui sont en recherche, qui sont en questionnement, qui m'expliquent que ça va pas en ce moment et que donc ils doivent aller voir un psy, etc. Et bien je me suis dit que ce livre était parfait à leur offrir. Alors je ne l'ai pas fait, mais peut-être que ça va venir. Honnêtement, c'est pas parce que c'est un album pour enfants et une chanson pour enfants que on peut pas l'offrir à d'autres personnes. Mes deux dernières lectures de décembre 2022, ça a été Les 10 000 portes de January, dont je vous ai parlé en long et en large dans un bibliovlog. Ça a été vraiment un coup de cœur, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et mon avant-dernière lecture de 2023, je vous la sors. Là, je l'ai en copie physique. C'est voilà, de l'album souvenir Heartstopper, dont je vous ai déjà parlé, je pense, également sur la chaîne. Mais ça fait pas de mal hein, de reparler de Heartstopper parce que, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime ce roman graphique. Je vous en dis pas plus parce que, voilà, tout est dans le titre, un album souvenir. C'est donc pas une partie de l'histoire, hein, c'est un petit livre plein d'extraits, de goodies et d'illustrations inédites
en livre en tout cas, par l'autrice de Heartstopper. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes fan de la saga. J'en ai fini avec 2022, passons maintenant à ce début 2023 et à ce que je peux déjà vous en dire. Au mois de janvier, honnêtement, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 3 livres, dont un dont je vous ai parlé dans un précédent bibliovlog, c'est Le Chant des Cavalières de Jeanne-Marie Corrèze. J'en dirai rien de plus ici, comme Les 10 000 portes de January, c'était dans le même bibliovlog. Par contre, parlons un petit peu du tome 1 des Dragories, Drapés dans l'ombre de Ben Alderson, qui est à nouveau un e-book que j'ai acheté en promo il y a quelques mois de ça. Et honnêtement, j'avais acheté cet e-book parce que Ben Alderson, c'est un booktuber que je suivais il y a quelques années au début où j'ai découvert Booktube. Je pense pas qu'il soit encore actif sur la plateforme, mais en tout cas, j'en sais trop rien. Peut-être que je me suis désabonnée de lui. Mais en tout cas, il est encore actif sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, quand moi j'ai commencé à le suivre, ben, il lisait beaucoup. Puis il a dit qu'il avait commencé à écrire. Et puis il a lancé une micro maison d'édition. Et c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai arrêté de le suivre parce que ça rejoignait beaucoup le monde de l'édition, beaucoup le monde de l'écriture. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout, qu'est-ce que tu lis, mec? Voilà. Mais voilà, en attendant... très bon contenu et ainsi de suite. Donc là voilà, il a été traduit en français. Je dis allons-y, soutenons un auteur LGBT avec une fantaisie LGBT. Donc nous sommes dans un univers fantasy, dans un monde où la magie est présente et où on a des elfes. Alors de ce que j'ai compris, il y a différents types d'elfes et on suit notre héros, je ne sais plus comment il s'appelait, ah oui voilà, Zachria, ou Zach, je pense pour les intimes, qui vit avec ses parents dans une petite bourgade obscure, et il est invité au palais du roi avec les jeunes de cette bourgade. Ils sont plusieurs, il se retrouve avec Ben, je pense qu'il s'appelle Ben, non? Comment il s'appelle son ex? Enfin, il se retrouve avec d'autres jeunes gens de sa bourgade à partir au palais. Et c'est compliqué pour lui parce qu'en fait, il a un secret à cacher. Ce secret, c'est qu'il fait de la magie, mais pas la magie acceptée dans son monde. La magie qui est acceptée dans son monde, c'est les gens qui arrivent à se transformer en animaux, qui sont des métamorphes. Et lui, il ne fait pas partie de cette catégorie-là, donc il veille à garder ça secret. Mais voilà, le voyage, les aléas du voyage font qu'il ne peut pas garder ça ultra méga secret. Et il est repéré par le roi comme plein d'autres, en se disant, tu es un métamorphe. Il arrive à faire croire qu'il est métamorphe, mais pas. Mais en fait non, on sait nous en tant que lecteur que non, c'est pas ça. Le royaume, j'essaye de résumer sans trop vous spoiler, le royaume est attaqué par ses ennemis et le roi en fait a décidé d'instaurer un espèce de programme avec ses métamorphes de super soldats pour protéger le royaume. Voilà, donc on comprend que sa vie c'est un peu la merde, hein. En plus de ça, il y a son ex qui est là. On ne sait pas trop ce qu'il a fait, pourquoi il est devenu son ex alors qu'il en pince encore pour lui, etc. On comprend qu'il l'a blessé, mais qui, quoi, qu'est-ce, comment, on ne sait pas. Vous ajoutez à ça un prince un peu trop charismatique et voilà, on a tout le bon combo là pour une romantaisie des familles, j'ai envie de vous dire. Mon avis sur ce premier tome, c'est que c'était bien, mais sans plus. Voilà, j'ai pas réussi à m'investir vraiment dans la relation de Zachria avec les autres. C'est un personnage que j'aimais bien, mais sans plus, il est passable, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je pense pas acheter le deuxième tome ni le troisième, je sais pas, une saga que je vais continuer. Je pense par contre que c'est une très bonne porte d'entrée dans la romantaisie et dans la fantaisie, parce que c'est pas une œuvre problématique, vous voyez. Les relations sont assez sincères, je trouve, malgré les secrets, malgré les mystères, et ainsi de suite. C'est pas non plus hyper gore, donc voilà, ça convient à des lecteurs assez jeunes, enfin assez jeunes, c'est relatif, adolescents quoi. Voilà, ça peut être un chouette cadeau pour quelqu'un de 15-16 ans qui sait pas trop quoi lire, qui aime la fantaisie, etc. Et vous voulez un petit peu l'ouvrir au monde LGBT, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais moi, j'irai pas plus loin dans cette saga, même si elle est bien, franchement, allez-y. Mais c'était pas ma came, voilà, j'ai d'autres choses à lire qui me tentent
plus. Bon, alors sinon, ma lecture du mois de janvier, ça m'a pris un temps dingue, cette lecture. C'est celle que tout le monde a fait, dont tout le monde a parlé. En tout cas, tous les médias ont parlé, mais est-ce que les gens l'ont vraiment lu? J'en sais trop rien. C'est, ben voilà, je vous mets la couverture, hein, Le Suppléant par Prince Harry. Est-ce que vous aussi, quand vous entendez Prince Harry dans votre tête, vous chantez Prince Harry, oui c'est bien lui. Voilà, moi à chaque fois que je dis ça, à chaque fois que j'en ai parlé autour de moi, parce que mes collègues, on parle parfois lecture entre nous, et c'est ce que je leur disais, je lis Le Suppléant de Prince Harry, voilà. Je viens de le refaire. Je viens de le refaire. Purée. Purée, purée. Donc j'ai lu ce bouquin, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Savoir donc que ce gars est de ma génération, que j'ai grandi avec tous les articles possibles et inimaginables sur lui et son frère, et qu'en grandissant, oui c'était le moche, hein, on va pas se mentir. Ça a bien changé depuis, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Je n'ai pas regardé l'interview avec Oprah, par contre j'ai regardé le documentaire sur Netflix avec Meghan et lui. Je dois dire que j'ai assez bien aimé ce documentaire. Donc voilà, je me dis, qu'est-ce qu'il y a encore de plus à révéler? Je me demandais vraiment, je me dis, on sait tout, on sait vraiment tout. Ils nous ont tout dit, qu'est-ce qu'ils peuvent encore garder? Oui, peut-être des exemples un petit peu plus concrets, moins voilés, des bassesses qu'on peut faire dans ce monde, d'accord, mais en gros, on a tout eu. Et je me demande d'ailleurs ce qu'il pourra encore écrire, parce que là, on a tout. On a toute son enfance, toute son adolescence, tout ses débuts de vie d'adulte, et le début de son mariage. Donc voilà quoi, mec, tu nous as tout dit, je pense que t'as cramé toutes tes cartes. Mais bon, d'un côté, ce que j'ai pensé du livre, c'est que oui, c'est relativement bien écrit. Sa plume est assez bonne. Alors, est-ce que c'est lui qui l'a écrit réellement de A à Z, ou est-ce qu'il a eu le concours et l'aide d'un auteur de l'ombre? Ça, je n'en sais rien. C'est pas à moi de faire ce boulot-là. Voilà. Après, je sais qu'énormément de personnes dans les médias, en tout cas dans les médias britanniques, ont décrié le bouquin en disant que voilà, il révélait des choses risibles, ridicules, etc., etc. Je pense en tout cas que par tout ce qu'il apporte, que ce soit dans le documentaire ou dans le livre, on a quand même pas mal de preuves que la presse n'est pas tendre, et que la presse ne fait pas son boulot journalistique à 100%, et n'est pas correcte avec les membres de la famille royale. Voilà, des jeux de pouvoir, des jeux de l'ombre, bon ça, on n'apprend rien là-dessus. C'est qu'une confirmation, et après c'est en prenant bien entendu ce qu'il dit avec des pincettes, parce qu'on n'a pas l'avis de la famille royale, elle ne renchérit pas là-dessus. Mais en tout cas, par rapport aux médias britanniques, zéro spoiler, je pense que les journalistes des magazines et de la presse écrite, etc., sont juste mais ignobles, quoi. C'est incommensurable la souffrance qu'ils amènent à ces individus. Ça me semble pas du tout correct, du tout légitime ou éthique de faire ce qu'ils font et d'écrire de la façon dont ils le font. C'est pas des enquêtes de fond, quoi. Donc voilà, j'ai assez bien apprécié le livre par rapport au style. Par contre, j'ai trouvé ça long, et en même temps c'était rapide parce que les chapitres font que quelques pages, donc on les enchaîne. Mais j'ai trouvé ça long et redondant à certains moments. Pour moi, je pense qu'il n'aurait pas dû écrire par ordre chronologique. Il aurait dû écrire par thème et avoir le thème, ok, la presse, et nous illustrer ce que la presse fait de mal, selon lui, par petites touches. Dire, voilà, je garde tel événement en tête, je m'exprime sur tel événement, voilà ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Que là, vu que c'est par ordre chronologique de sa petite enfance dont il se souvient pas vraiment, jusqu'à maintenant, à l'heure actuelle, contemporaine, eh ben ça nous paraît énorme. Même chose sur les relations avec ses parents, relations avec oncle, tante, famille royale étendue, etc. Son frère, je pense que ça aurait été beaucoup plus parlant et beaucoup plus saisissant de se concentrer sur seulement quelques événements bien clairs, quoi, voilà. Ici, j'ai trouvé que ça traînait en longueur sur ces côtés-là. La partie que j'ai préférée finalement, c'est la dernière partie où c'est sa relation avec Meghan. On n'apprend rien de nouveau, hein, puisque tout a été dit dans le documentaire, très honnêtement. Mais voilà, moi,
c'est un couple que j'aime bien, il n'y a rien à faire. J'aime bien. Alors, est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce qu'ils sont vrais, etc. Aucune idée. Je me permets quand même d'émettre quelques doutes sur la sincérité de la démarche. Je pense qu'il y a tellement une somme d'argent énorme mise en jeu, etc. Que forcément, il va falloir faire vendre leurs témoignages, que ce soit en documentaire, que ce soit en livre, etc. La famille royale britannique, ça fait des années qu'elle fait vendre les papiers, etc. C'est pour ça que la presse est à leur trousse, hein, ne nous en cachons pas. Mais voilà, indépendamment de ce qui se passe avec la presse, cette famille est dysfonctionnelle, hein, très clairement. On en avait déjà des aperçus par plein de petites choses. Voilà. Après, on a bien entendu, comme je vous ai dit, que le son de cloche de Harry. Son père a l'air quand même très très naïf. C'est peut-être une façon de le présenter la plus gentille possible. Parce que, sinon, quand même, ce père a l'air quand même vachement absent. Et c'est cruel, je pense, pour ses enfants d'avoir fait ça, de ne pas s'être investi de plus, de ne pas les avoir protégés plus, etc. Maintenant, le roi Charles, je pense, ne sortira pas de son silence et ne se défendra pas là-dessus. Lui aussi a eu une vie, finalement... cruelle, hein, de par les positions de sa mère et de ses parents, etc. Donc, est-ce que l'un va enfin arriver à sortir de ce cercle infernal? Peut-être que c'est Harry, peut-être pas. L'avenir nous le dira, et peut-être que ces prochains livres nous le diront aussi. En tout cas, oui, un truc qui m'a choqué dans le livre, mais c'est peut-être moi et mes 35 ans, presque 36, la drogue, quoi, purée. Je peux comprendre, hein, totalement qu'on fume des joints de temps en temps, etc. Mais j'ai du mal à comprendre. Et c'est là que je me dis, il est peut-être pas tout à fait ok dans sa tête. J'ai du mal à comprendre qu'à l'âge adulte, en ayant femme et enfant, t'aies encore besoin de te droguer autant. La naissance d'Archie, j'étais là, mais mec, faut te faire aider. Parce que non, respirer le gaz hilarant destiné à ta femme alors qu'elle est sur le point d'accoucher, c'est pas sain, c'est pas sain. Voilà ce que je pouvais en dire sur ce bouquin. Lisez-le pour vous faire votre propre avis ou ne le lisez pas si vous ne voulez pas. Une lecture dont je voulais vous parler en bibliovlog et finalement j'ai pas tourné de bibliovlog, c'est celle qui devint Le Soleil de Shelley Parker Chan, qui est à la fois un roman historique, à la fois fantastique fantasy, on sait pas trop. C'est une espèce de réécriture de Mulan aussi, j'ai trouvé. Après, j'ai pas fait énormément de recherches sur le conte de Mulan, etc. Donc, voilà, c'est un petit peu un mix des deux. C'est une œuvre ambiguë là-dessus, on sait pas trop où la classer. L'autrice, dans son prologue, nous dit, enfin, dans sa préface, nous dit elle-même qu'elle s'est basée sur des personnages qui ont réellement existé, mais qu'elle les a fait évoluer à sa façon, etc. Donc qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, attention à prendre avec des pincettes. Et je n'ai pas non plus moi-même été vérifier si la façon dont elle relatait la vie en Chine à cette époque était réelle ou pas. J'ai juste apprécié ma lecture et j'ai juste pris ce qui était donné par l'autrice. Dans l'ensemble, c'est un livre que j'ai apprécié et que j'ai lu assez rapidement. J'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. D'ailleurs, les chapitres étaient assez longs et j'avais pas le temps le matin d'en finir un en prenant mon café et mon petit déjeuner. Donc chaque jour, je prenais le livre avec moi à l'école en espérant avoir quelques minutes pour terminer mon chapitre. Chaque jour c'était raté, je n'avais pas le temps de sortir mon livre à l'école. Donc je devais attendre le soir pour avoir la suite. Et c'était la même chose à nouveau le lendemain et ça a duré pendant 4-5 jours comme ça. Donc c'est une lecture que j'ai appréciée dans son ensemble, bien qu'il y ait quelques bémols à mon sens. Donc pour l'histoire, comme je vous ai dit, on est sur un espèce de remake de Mulan. On va suivre une petite fille, et je vais pas vous dire son nom parce que c'est son dead name, on va dire ça comme ça. Et cette petite fille en fait n'est rien dans sa famille. Elle vit dans une famille de paysans pauvres, dans une période de grande famine. Il y a quasiment plus rien à manger, mais elle est un petit peu débrouillarde, au contraire de son grand frère. Et donc elle arrive quand même à se nourrir, même si elle est la dernière à pouvoir se servir, alors que c'est elle qui cuisine tout et qui rapporte vraiment le plus à sa famille. Mais voilà, la région est ravagée par la famine.
Et il ne reste plus qu'au paysan qu'à prier. Malheureusement, sa famille ne possède plus que 2 pots de haricots pour se nourrir, et des bandits vont venir les piller. Ça va être donc la fin de son père. Il va être tué dans ce pillage, et son grand frère en fait va se laisser mourir. Il est hébété par ce qui vient d'arriver, et c'est la dépression quoi. Donc en 3 jours l'affaire est réglée, on va dire ça comme ça, alors qu'il était promis à un brillant avenir, parce que le jour de son anniversaire, son père l'avait amené auprès d'un sage du village, un oracle comme ça, qui lui avait dit son nom va être retenu par les multitudes, il va accomplir de grandes choses. Donc la fille va enterrer son père et son frère ensemble, et elle va décider de prendre le nom de son frère. Et à partir de ce moment-là, donc elle va s'appeler Zou, ou Zu, je ne sais pas comment ça se prononce, désolée, je n'ai pas fait mes recherches. Elle va prendre la place de son frère et décider de partir, de quitter cette bourgade qui n'a plus rien à lui amener, et d'accomplir la destinée de son frère. Elle va donc se retrouver dans un monastère où ça va relativement bien se passer. Sauf que ce monastère, ça va pas pouvoir perdurer pour toujours, etc. Et donc ça va l'amener encore plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. On va rencontrer beaucoup de personnages secondaires qui vont aider Zou dans sa quête de la grandeur. Le titre est spoilant, hein, gros spoiler alerte, celle qui devint le soleil, c'est pas pour rien. J'ai beaucoup apprécié ce personnage qui est moralement gris, comme on dit en anglais. C'est pas qu'elle est gentille, c'est pas qu'elle est méchante, c'est pas qu'elle est en poursuite d'une quête vertueuse ou pas, c'est juste qu'elle veut survivre, point barre. Et pour ça donc elle est très humaine, et les personnages qui vont l'accompagner là-dedans sont très humains également. Il n'y a pas de méchants ou pas, il y a juste des destinées humaines dans ce roman, et c'est ce que j'ai franchement apprécié. À nouveau, j'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur, tout ce qui était décrit, etc. Ça paraît vraisemblable en fait, malgré ces éléments de fantastique qui sont répartis par petites touches au fur et à mesure du récit. Là où est mon gros bémol, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à s'attacher au personnage. Je pense que ça tient d'une partie à l'intrigue qui voulait que l'autrice reflète et écrive sur des personnages moralement gris, qui ont juste un désir fort de survie, point barre. Et pour ça, c'est pas une quête vertueuse comme on peut la voir dans certains romans comme Tolkien par exemple, où en fait c'est les forces du mal contre les forces du bien. Voilà, c'était pas quelque chose de manichéen en tant que ça finalement. On pouvait totalement comprendre, on avait toutes les cartes en main pour comprendre ce qui animait tel personnage au plus profond de lui et tel autre. Maintenant, c'était trop court que pour pouvoir s'attacher et finalement choisir un camp. C'est le contre-coup de ça, de nous montrer des personnages gris et de nous donner... Oui, tu te demandes ce que je raconte, hein. Et de nous donner leur combat au quotidien. Eh bien, on ne s'attache pas, parce qu'on a tant leurs qualités que leurs défauts. Et finalement, c'est leurs défauts qui prennent un peu plus l'ampleur. Donc voilà, personnellement j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux personnages, même si j'avais très envie de savoir ce qui allait se passer pour eux. On a des personnages très différents de d'habitude dans des romans, j'ai envie de vous dire, historiques et même fantastiques et fantasy. On a beaucoup de personnages de la communauté LGBT, queer. Zou elle-même, je pense, elle se caractérise en tant que elle parle d'elle-même en elle, avec un nom de garçon, et en rêvant pour elle d'un destin masculin et pas du tout féminin. Après, il y a son épouse qui est là, qui... Tu veux bien, Nola? Je vais devoir censurer. Je disais que j'allais dire quelque chose de profond, etc. Vous voyez dans quelles conditions on tourne ici, quoi. Oh... Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Bref, je pense que j'allais dire quelque chose de bien, vu que je ne scénarise absolument aucune de mes vidéos, comme vous pouvez le voir, et que je n'ai pas de notes, etc. Je vous parle à chaud à chaque fois, et de ce dont je me rappelle. Voilà, avec les deux là, j'ai perdu le fil de ma pensée. Bref, on a le personnage de l'épouse de Zou aussi, donc qui est
extrêmement intéressante. C'est un personnage que j'aurais aimé voir se développer beaucoup plus et avoir le point de vue sur le long terme. Et finalement, quand le livre s'est arrêté, j'étais là en mode, bah c'est tout, moi je veux savoir ce qui se passe après, quoi. Donne-nous un deuxième tome, un troisième tome, un quatrième tome, et concentre-toi sur ce personnage-là. J'ai beaucoup aimé aussi l'adversaire de Zou, qui est un eunuque en fait. Et cet eunuque, bah, vit très mal cette position qui, à la fois, donc il n'est pas perçu en tant qu'homme mais pas non plus en tant que femme. Il est entre les deux mondes et c'est très compliqué pour lui. Voilà, c'est un personnage aussi moralement gris que j'ai beaucoup apprécié découvrir, tout comme son meilleur ami qui le rend important puisque il lui donne le titre de général et de chef de guerre. C'était une relation très ambiguë entre les deux, d'amour-haine à chaque fois sur le fil, etc. Donc bref, c'est un roman compliqué à lire du point de vue du ressenti des personnages et des émotions et ainsi de suite. Je comprends qu'il soit encensé et je pense que le bémol que je soulève ici, c'est un bémol qui est soulevé par d'autres lecteurs également. Finalement, le livre est trop court pour qu'on puisse s'attacher aux personnages. Et je comprends ce que l'autrice a voulu faire en nous montrant des personnages tellement humains que finalement les défauts en ressortent plus que leurs qualités. Et c'est là que le bât blesse, voilà, c'est à double tranchant, c'est à double tranchant. Je pense, les petits amis, que cette vidéo a duré assez longtemps et qu'elle est assez décousue comme ça. J'ai encore d'autres lectures pour ce début du mois de février, mais je vais les garder pour une autre papote lecture ou peut-être un vlog, allez savoir, allez savoir. En tout cas, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre ici et sur Instagram, de me soutenir en vous abonnant, en commentant, en venant me parler en privé sur Instagram. Moi j'adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas à me partager ci-dessous en commentaire ou via Insta quelles ont été vos dernières lectures coup de cœur et lesquelles à votre avis je devrais lire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye bye!